Salut Johnny, merci d'être là pour la première. Comment tu vas? Ça va bien. On est sur le sujet, enfin tu vois, on démonte tous les préjugés, tous les clichés que les gens peuvent avoir dans la tête sur des sujets divers et variés. Et notamment là, on commence la première pour qu'on soit sûr que les gens comprennent ce que c'est l'émission Cliché. Ouais. Et on s'est dit que le sujet des LGBT, il y a tellement de représentations, enfin de faux, de mauvaises bien sûr. Il y a tellement de clichés autour de ça qu'on s'est dit autant taper dans le dur tout de suite, au moins les gens ils savent de quoi on va parler directement. Et ben du coup merci d'être là. Merci. C'est quoi toi LGBT, ça représente quoi pour toi Les LGBT en général, en général? pour moi, ça représente plein de choses. C'est une communauté, c'est des revendications, c'est aussi des discriminations, des violences. C'est une liberté de vivre sa sexualité. C'est un pouvoir de revendication aussi, qu'on le veuille ou non, parce que quand on est une personne LGBTQI+, qu'on le veuille ou non, on remet en question pas mal de choses dans la société aujourd'hui. Voilà, c'est un peu toutes ces choses-là. C'est quoi pour toi, d'après toi, pourquoi il y a autant de mauvaises représentations dans la tête des gens quand un jeune ou un moins jeune, tu vois, qui annonce à son entourage, bah, je suis homo, je suis bi, je suis trans. Enfin, pourquoi ça pose autant de problèmes d'après toi? Je pense que c'est pas pour c'est pas pour trouver des excuses, c'est juste si on veut essayer de comprendre pourquoi il y a ces problèmes-là. Je pense que ça remet en question, comme je disais, énormément de choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire, une fille qui va dire, bah moi je suis attirée que par les filles, ça remet en question la reproduction, ça remet en question l'idée de ce que c'est qu'une fille, de l'idée du mariage, l'idée du couple. En fait, ça remet en question énormément de choses qui sont ancrées dans notre société. Et bah les parents, ils se retrouvent à devoir se reposer toutes ces questions-là et à faire disparaître en fait toutes les projections qu'ils ont pu avoir sur leur enfant. Et ça peut être très compliqué. On a plus ou moins la capacité de se remettre en question et de remettre en question des choses sociétales comme celle-ci. Et ça peut être très compliqué pour certaines personnes de se reposer toutes ces questions-là. Parce que quand on a grandi toute notre vie, on nous a dit un garçon c'est comme ça, une fille c'est comme ça, tu vas te marier, tu feras des enfants, etc. Bah, c'est du jour au lendemain de se dire bah en fait non, tout ça c'est pas possible. Bah, ça peut être très compliqué à vivre. C'est quoi les clichés, c'est quoi les représentations les plus graves? Toutes sont graves, mais je veux dire, il y en a probablement certaines qui font plus de mal que d'autres. Alors, je dirais pas qu'il y en a certaines qui font plus de mal que d'autres. Je dirais que ça dépend de son vécu, de ce qui nous fait le plus mal. Par exemple, peut-être que moi, si on me traite de PD, par exemple, ça me fera plus mal que si on me casse la gueule. Y a pas de degré en fait, il n'y a pas vraiment d'échelle. Du coup, il y a certaines petites phrases qui peuvent paraître complètement anodines pour quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé là-dessus, qui peuvent faire beaucoup de mal à certaines personnes LGBT. Par exemple, je sais pas, la famille qui pose la question sans cesse à un garçon, est-ce que tu as une copine? Fermée, ça peut être qu'une copine, bah ça peut lui faire beaucoup de mal. Comme pas du tout. Enfin, vraiment, il n'y a vraiment pas de hiérarchie là-dedans. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui le vivent, mais pas forcément. C'est pas le message qui va, pour l'instant, tu vois, c'est pas un message de soutien aux personnes qui vivent ça, mais plutôt à l'entourage. Quel message tu leur dirais c'est bon, laisser vivre aussi les autres correctement. Surtout que souvent, quand on n'a pas connaissance de ces questions-là, on tient des propos LGBT-phobes, homophobes, transphobes, sans forcément en prendre la mesure. Du coup, c'est vraiment important je pense que c'est vraiment important de se poser la question de l'accompagnement de l'entourage. Ce que j'aimerais leur dire, c'est, je m'estime pas forcément bien placé pour donner ce genre de conseils, mais en tout cas, ce que j'aimerais leur dire, moi, ce que j'aurais dit à mon entourage aussi, peut-être, c'est, renseignez-vous. La plupart des LGBT-phobies, elles viennent beaucoup de méconnaissance de plein de choses. Le fait de se renseigner, ne serait-ce que de taper sur internet, d'aller chercher des infos, on va tomber certes peut-être sur des infos contradictoires, mais au moins ça va nous poser des questions.
Donc ce serait de se renseigner et aller voir peut-être des associations aussi qui travaillent là-dessus pour leur poser les questions. C'est vraiment de pas hésiter parce que souvent l'entourage reste un peu dans son coin et du coup il y a un peu une omerta là-dessus, c'est-à-dire qu'on va pas en parler, c'est le sujet tabou et on va rester dans son coin avec ses représentations. Alors que si on commence à en parler, si on pose des questions, si on va vers des associations, si on fait des recherches sur Internet, même si on n'a pas forcément des réponses claires, nettes et précises, on aura des questionnements qui vont émerger et c'est sur ces questionnements-là qu'on peut travailler. Est-ce que déjà il y a des... Enfin, peut-être c'est juste redéfinir ce que c'est qu'un homme et une femme, ce serait ça le... Est-ce que ça serait une des solutions? Alors, solution, je sais pas, mais en tout cas, c'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homosexualité, elle a toujours existé, la transidentité, elle a toujours existé. C'est juste, la seule différence aujourd'hui, c'est qu'on en parle. Et vu qu'on en parle, ça devient un sujet de société. Donc ça devient une nécessité pour la société de se poser ces questions-là. Et je pense que quand on est une personne LGBTQI+, on remet en question, de fait, par notre existence, on remet en question toutes ces normes sociétales liées au genre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Si on prend un peu le stéréotype de ce que la société attend de nous, un homme, il doit être fort, il doit pas pleurer, il doit se marier, il doit avoir des enfants, il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Une femme, elle doit encore plus avoir des enfants, elle doit rester à la maison, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, et son travail, il va passer un peu au second plan. Et du coup, le fait d'être, par exemple, homosexuel ou d'être transgenre, du coup, les lignes entre ces deux normes, masculine et féminine, elles deviennent un peu floues. C'est-à-dire qu'on se dit, du coup, si t'es transgenre, ça veut dire que t'es plus homme ou t'es plus femme. Donc ça veut dire qu'il faut que t'ailles plus travailler pour subvenir aux besoins de ta famille ou plus avoir des enfants. Et du coup, ça remet forcément en question ces questions-là. Et à mon avis, c'est aussi ça qui est à la base des violences LGBT envers les personnes LGBT aujourd'hui. C'est le fait que les gens refusent ou alors ont beaucoup de mal à remettre en question la place des hommes et des femmes dans la société. C'est beaucoup lié avec le féminisme, c'est beaucoup lié avec plein d'autres mouvements. Mais en tout cas, c'est une question qui est essentielle. On doit remettre en question c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, et puis peut-être qu'on n'a même pas besoin de se poser cette question. Peut-être que ce serait encore mieux qu'on se la pose pas du tout et que tout le monde puisse être comme il ou elle veut. Mais en tout cas, c'est un sujet, c'est un débat qui doit être mené. Tu bosses au planning? Ouais. Le planning familial? Je précise dans la grande largeur. Ouais. Tu y fais quoi là-bas? Je suis animateur de prévention. Du coup, je vais dans les établissements scolaires, par exemple, pour parler des violences, parler de sexualité. Je vais aussi, je fais des interventions dans des associations de quartier. Je participe aussi à des formations. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est beaucoup de la sensibilisation, en fait. Je pense que du coup, tu as un public aussi, enfin un public, du moins des gens qui sont là et qui sont dans ces difficultés-là. Ouais. Comment toi, tu les accueilles? Comment tu interviens dans leur vie pour... du moins, tu les aides peut-être, tu les accompagnes, comment ça se passe? Ça tout dépend de la demande de la personne. Enfin, tu dois deviner de temps en temps, toi. Deviner sa demande? Ouais. C'est-à-dire, probablement, elle vient, tu vois, elle a peur de le dire à les mots, enfin, tu vois, mais est-ce que elle doit avoir peur de ça, peut-être? Est-ce que tu dois deviner ces trucs-là? J'essaie de pas le faire. Après, je sais pas, forcément, notre cerveau, des fois, il fonctionne un peu à notre insu, donc on a des choses qui nous passent par la tête, mais j'essaie de pas le faire parce que j'ai pas non plus envie que cette personne elle se sente stigmatisée et que je vais l'accueillir de telle façon parce que elle est lesbienne, par exemple. J'essaie de ne pas le faire. Par contre, j'essaie de prendre en compte ce vécu-là, c'est-à-dire que quand on est, ça rejoint aussi plein d'autres discriminations. Quand on est une femme, qu'on est lesbienne, qu'on est racisé, qu'on vit dans un endroit reculé, qu'on vient d'un milieu social défavorisé, enfin tout ça, ça joue en fait dans le vécu de cette personne. Et quelle que soit cette demande, même si elle vient pour complètement autre chose, en fait tout ça c'est aussi important. Donc j'essaie de garder quand même cette idée-là, cette grille de lecture là en tout cas. Si on entend, tu parlais justement des personnes qui sont racisées, tout ça, est-ce que je vois de temps en temps, il y a
des gens, des politiciens ou pas d'ailleurs, pas forcément, mais du coup qui pointent ça. Ouais. Il y a un truc, enfin, je sais pas comment te le demander, mais est-ce qu'il faut, est-ce que c'est grave? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est grave forcément de mettre une étiquette sur la tête de quelqu'un? Alors non, pas forcément de mettre, c'est pas forcément de mettre une étiquette, c'est de prendre en compte son vécu. Parce qu'aujourd'hui, si on est une femme noire et qu'on soit un homme blanc, on n'a pas du tout le même vécu. Et en plus, si on rajoute en plus une orientation sexuelle autre que hétéro, si on rajoute une identité de genre autre que cisgenre, tout ça, ça fait une sorte d'accumulation de vulnérabilité, ce qu'on appelle une vulnérabilité, ce qui fait que en fait dans notre vie on aura 2 fois plus de difficultés. Le problème, alors j'aime pas trop le mot étiquette, mais je pense que c'est hyper important de le prendre en compte. C'est-à-dire aujourd'hui en France on est un peu réticent de parler des personnes racisées, de la race. On veut pas aborder ces sujets-là parce que on se dit on est en France, il y a l'assimilation, tout le monde devient français et on oublie la culture d'avant. Alors que non, c'est hyper important. Une personne LGBT noire va peut-être pas avoir les mêmes problématiques qu'une personne LGBT blanche parce que son vécu n'aura pas été le même. Et puis la question de la race, elle est aussi parmi tant d'autres. Comme je disais, il y a le milieu social, etc. Mais je pense que c'est important de prendre en compte ces sujets-là parce que quand on reçoit quelqu'un, de toute façon, on le voit. Quand on reçoit quelqu'un qui nous parle de son vécu, qui nous parle de ses problématiques, au travail, au planning familial, on voit très bien que ces vécus ils sont pas les mêmes et que du coup, l'angle dans lequel on va approcher l'entretien aussi, il pourra pas être le même. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que demain, ouais, c'est utopiste. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que demain ça s'arrête ce conneries? C'est une grande question. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment un truc collectif et que ou est-ce que à petite dose? Tu vois, est-ce que de faire grandir une mentalité par une mentalité, tu vois, un cerveau par un cerveau, c'est suffisant? Bah, moi, je prends l'exemple de l'écologie. Il n'y a pas si longtemps, l'écologie, c'est nous passer par-dessus, mais on n'en avait rien à faire. Et petit à petit, il y a eu dans les écoles des programmes où on enseignait aux enfants de trier les déchets, etc. On en parle à la télé, on en parle dans le débat public, c'est dans les programmes politiques. Et en fait, c'est devenu un vrai sujet. Et aujourd'hui, tous les partis politiques, ils parlent d'écologie. Je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on ne parle pas des LGBT-phobies, ou si on n'en parle que pendant telle journée thématique une fois par an, et ben en fait c'est pas un sujet. Alors que si on en fait un sujet, si on l'inclut dans des programmes scolaires, si on apprend aussi aux profs peut-être d'avoir un discours inclusif qui est pas hétéro-normé, si tout ça en fait c'est global, ça passe par l'école, ça passe par la politique, ça passe par les débats sociétaux en général, ça passe par énormément de choses. Et je pense que je dirais pas que ça changerait demain, mais je pense que un peu comme pour l'écologie, sur quelques années, on pourrait voir déjà des grandes différences. Il y a des choses qui sont mises en place ou pas? Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est un peu anecdotique. Peut-être pas anecdotique, mais c'est pas assez en fait. Par exemple, on fait des séances d'éducation à la sexualité dans les collèges. La circulaire du ministère a dit qu'il faut 3 séances de 2 heures par an pour chaque classe. 3 séances de 2 heures chaque année pour chaque classe. Ça fait 6 heures seulement pour une classe sur une année pour parler d'un sur une année aussi important. Ouais, alors la circulaire dit ça. Mais en réalité, on ne fait que 2 heures par an et même pas pour toutes les classes. Donc c'est un exemple. C'est-à-dire que après, c'est aussi compréhensible, c'est-à-dire que les écoles, les collèges, ils ont aussi leurs programmes à tenir, ils ont aussi leurs obligations. C'est compliqué de trouver du temps dans les plannings, mais il manque une volonté en fait pour que tout ça se soit mis en place. Je pense que c'est possible, c'est juste qu'il manque une volonté politique derrière en fait. Ouais. Donc il y a des choses, mais c'est anecdotique dans la vie d'un élève de 4e, avoir 2 heures en 4e et plus rien du tout le reste de sa scolarité, bah c'est pas assez. Et tu me parles d'actualité en préparant l'émission. Tu sais, je regarde un peu les actualités qu'il y a sur le sujet LGBT. Ouais. Et je vois un article d'un homme politique en Grèce, si je me trompe pas, qui stoppe sa candidature à la présidentielle
lui-même parce qu'il il est homosexuel. Ouais. T'en penses quoi de ça? Tu l'as vu ça d'ailleurs? Pour moi, ouais, je l'ai vu, mais pour moi, c'est aussi hyper symptomatique des sociétés dans lesquelles on vit. C'est-à-dire que pour être élu, il faudrait un homme marié à une femme, parce que c'est l'exemple de la famille qu'on veut avoir. Ça m'étonne pas tant que ça. Il y a plein d'hommes politiques en France qui sont homosexuels, mais qui le diront jamais, et des femmes politiques aussi. Ou alors, c'est des personnes qui vont se marier, qui vont avoir une vie bien rangée et qui derrière vont avoir des rapports avec des personnes du même sexe, mais ça va toujours être caché. Et on diabolise beaucoup la sexualité, les orientations sexuelles aujourd'hui, en tout cas dans les personnages publics. Et je pense que il y a des politiques qui s'emparent de ce sujet et qui le disent, mais on les voit pas arriver forcément aux plus hautes fonctions. Mais du coup, quand tu vois des Bilal Hassani, tu vois, des personnes comme ça qui sortent d'internet, Ouais. ça doit faire ça doit montrer aussi peut-être l'exemple. Est-ce que du coup, toi, dans ce que tu vois autour de toi, est-ce que justement on a ces modèles-là qui ressortent un peu plus dans la tête des gens ou pas? Ça commence. Le problème, c'est que souvent, par exemple, si on prend une émission de télé-réalité, il va y avoir un homme homosexuel, par exemple, mais qui va être tellement stéréotypé, qui va être mis à l'image de façon tellement stéréotypée, qu'il y a plein de gens qui vont pas s'y reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a un côté très caricatural dans la façon dont les personnes LGBT aujourd'hui sont représentées par les médias. Ça change, c'était pire il y a quelques années, ça change quand même beaucoup, mais ça fait énormément de bien, que ce soit caricatural ou pas, c'est clair que ça fait énormément de bien, parce que de toute façon, on en parle. Je donne une anecdote, moi ma grand-mère, elle m'a dit, l'homosexualité, je sais que c'est normal parce que je l'ai vu à la télé. Elle regardait un feuilleton, un telenovela, et il y avait un couple homosexuel dedans, et elle disait, je sais que c'est normal parce que je l'ai vu à la télé. Du coup, ça apporte le sujet quand même. Et aussi à La Réunion, il y a aussi des choses qui se mettent en place. Il y a des associations qui portent des projets artistiques, qui sont médiatisés. Il y a des manifestations. Il y a aussi pas mal de choses qui commencent à se faire à La Réunion, et ça fait énormément de bien. Encore plus de bien, je dirais, parce que, comme je disais tout à l'heure, la question des LGBT à La Réunion, c'est pas la même chose non plus qu'en métropole. Et donc, ces personnalités-là, elles font énormément de bien. Pour revenir tout à l'heure, quand on parlait de LGBT, tu vois, de ce truc de racisé, tout ça, il y a, et en restant dans l'actualité, en ce moment, je vois beaucoup de conneries forcément sur Facebook, c'est ça. Lupin, il était pas noir. La nouvelle James Bond, qu'est-ce qu'elle fout là? T'en dis quoi de ça, toi? Alors, c'est compréhensible. Enfin, tu vois, je mets vraiment des guillemets à ça, compréhensible. Qu'il y a des commentaires sur Facebook qui disent ça devrait pas. Enfin, Lupin il était blanc et James Bond elle devrait être. C'est pas une femme, c'est un mec blanc. Moi je lis jamais les commentaires sur Facebook parce qu'en général c'est les gens les plus réacs qui commentent. Mais j'ai eu ce débat là avec quelqu'un il y a pas longtemps sur James Bond justement qui va être une femme et tout ça. Femme noire en plus. Enfin une femme noire. Ouais. Justement. Enfin, pourquoi pas? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, James Bond, quand ça a été créé, ça a été un homme blanc? C'est parce qu'on était dans une société où on pouvait pas faire autrement, ça pouvait pas être autrement, en tout cas dans la tête des gens, qu'un homme blanc. Et aujourd'hui, ça montre aussi que tout ça, ça bouge, ça change, ça pose la question aussi. Du coup, je pense que les personnes à qui ça dérange, c'est qu'ils se disent, du coup, si c'est pas un homme, ou si c'est pas un homme blanc, il va pas être aussi viril, il va pas faire autant de trucs de ouf. Et en fait, ça pose la question aussi de la vision qu'on a d'un homme, de la vision qu'on a d'une femme, du coup. Parce que ça va être une femme, et je pense qu'elle va faire autant de trucs de ouf, et elle va faire autant d'explosions, et voilà. Et du coup, moi, je pense que même si oui, ça change le scénario, ça change des choses dans l'histoire, tant mieux, en fait. En plus, les héroïnes, c'est pas ce qui manque. Enfin, mais je te parle pas forcément des. Je regarde, d'ailleurs, Mouloud, si tu regardes un jour ça, sache que je veux te voir un jour en vrai de vrai. Je regarde quelques interviews de clics et je tombe sur des femmes, alors c'est des personnes blanches, mais des vieilles dames qui ont passé le siècle, et dont une qui, pendant la guerre, faisait passer des gens en zone franche.
Ouais. Tu vois, elle faisait pas Ouais. de photos. Et, Ouais. est-ce que, enfin, ma question, elle est, les modèles féminins, c'est pas ce qui manque, Non, ouais. mais pourquoi elles sont pas autant mises en valeur? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça manque de modèles. On voit Aya Nakamura qui se fait démonter parce que c'est une femme noire et que, bon, certes, musicalement, on peut en penser ce qu'on veut en penser, mais pourquoi pourquoi c'est pas autant de modèles que ça? Est-ce que t'as Je une pense que réponse à ça? tout simplement, c'est qui écrit l'histoire, les grands livres d'histoire. Ça a beaucoup été les hommes. Pendant très longtemps, on appelait ça l'histoire des grands hommes. Et c'est pas pour rien parce qu'on parlait pas d'histoire sociale encore, il n'y avait pas d'histoire des sociétés, il n'y avait pas l'histoire des femmes. Et en fait, quand on regarde l'évolution des historiographies, en fait, dans les livres d'histoire et dans les études sur l'histoire en général, il y a eu une évolution, il y a eu plusieurs courants et est apparu le courant de l'historiographie féministe. Et à partir de là, on a commencé à parler des femmes. Mais c'est assez récent en fait. Donc il y a énormément de femmes qui ont fait énormément de choses, sauf que plus on remonte loin, bah, moins on va avoir de traces en fait. On ne sait pas. On n'a pas d'écrit parce que ça intéressait personne à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On a quand même, il y a de l'histoire sociale, il y a de l'histoire féministe et plein d'autres. Et je pense que dans plusieurs années, quand on regardera un livre d'histoire, ça aura plus du tout la même tête que il y a 10 ans, 20 ans. Parce que justement, il y a ces personnes-là qui seront prises en compte. Mais aujourd'hui, on a très peu de traces aussi de ces héroïnes, en fait. Parce qu'en fait, personne n'a voulu écrire dessus. Il y a des traces, mais c'est assez Donc anecdotique. tu penses que dans 20 ans, dans les dictionnaires, dans les livres d'histoire, il y aura plus de femmes mises à l'honneur et pas forcément des Jeanne d'Arc? Je pense, ou en tout cas j'espère. je pense parce que on a de plus en plus de femmes en politique, on a de plus en plus de femmes sur la scène publique, dans les médias, etc. Je pense qu'un oui, un jour on aura plus de femmes dans les livres scolaires. Ouais. Ok. Avant que ce mot finisse, que cette partie-là se termine, parce que du coup ça fait une très belle transition. Les vidéos qu'on tourne là vont être publiées en février. Le mois de mars, Ouais. tu vois, il y a les journées des droits des femmes dedans. Ouais. On en fera un mois complet pour Cliché. Ok. Du coup, ça fait une très belle transition. Ouais, super. Donc, est-ce que peut-être tu as un dernier mot à ajouter? Est-ce que tu as un message d'encouragement ou pas, mais un message pour la communauté LGBT ou au contraire pour ceux qui les jugent, pour les gens qui ont des clichés dessus? Alors un message pour tout le monde déjà, ce serait de surtout pas banaliser l'homophobie, l'intersexophobie, la transphobie, enfin tous les LGBT-phobies. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a une incompréhension et que, entre guillemets, on explique pourquoi il y a cette homophobie qu'en fait elle est excusable. Il faut pas le banaliser, c'est-à-dire que même de la part des personnes LGBTQI+, il y a beaucoup d'homophobie intériorisée et il y a beaucoup de personnes qui s'insurgent pas en fait quand ils subissent des LGBT-phobies. Donc je pense que c'est important de rien laisser passer et de vraiment s'insurger contre tout ça. Après, j'aurais aussi un message un peu plus positif et d'espoir parce que moi j'ai grandi à La Réunion, toutes mes années collège et lycée, c'était pas possible que je m'affiche en tenant la main d'un garçon dans la rue. Ouais. Et aujourd'hui, ça a énormément changé. Je suis parti pendant plusieurs années et je suis revenu. Et quand je suis revenu, je me suis dit, c'est étrangement calme, quoi. Il se passe rien. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Donc, je pense qu'il y a aussi une évolution qui est en place et ça fait imaginer qu'il y a des beaux jours devant nous, quoi. Okay, c'est cool. Ouais. En tout cas, merci. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Toi-même, tu sais, c'est Cliché, c'est fini. Bye. Ciao.